Il y a des silences qui en disent plus que 1000 mots. Des silences qu'un homme garde pendant des années, parfois toute une vie, comme une armure invisible contre les jugements du monde. Francis Ngannou, colosse du MMA, figure redoutée des rings et symbole de puissance brute, n'est pas seulement un combattant. Derrière les coups, derrière la force, il y a un homme qui à 38 ans a choisi de ne plus se taire depuis ses débuts dans les rues poussiéreuses de Battier, au Cameroun, jusqu'au sommet de l'UFC à Las Vegas. On l'a vu tout affronter. La pauvreté, la solitude, l'exil, la peur, la violence, la gloire. Mais jamais on ne l'avait entendu parler d'amour. Pas le mot « amour » qu'on jette dans les chansons ou les interviews légères. Non, l'amour vrai, celui qui bouleverse, qui expose, qui transforme. L'amour qu'on cache parce qu'il rend vulnérable. Et pourtant, récemment, dans une interview presque volée au temps, Francis a lâché ces mots simples « Je l'ai toujours su. Elle était là depuis le début. C'est elle, l'amour de ma vie. » Rien de plus. Pas de nom, pas de visage. Juste un aveu. Brut, sincère, inattendu. Comme un uppercut lancé au cœur et non à l'adversaire. À cet instant précis, le monde a cessé de voir un champion. Il a vu un homme qui, derrière ses cicatrices, portait un amour muet depuis des années. Pourquoi maintenant? Qui est-elle? Est-ce une femme de son passé? Une histoire cachée aux médias? Un amour impossible? Ou peut-être quelque chose de plus complexe encore? Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil, découvrir les indices qu'il a laissés à demi-mot, les regards évités, les silences lourds. Vous pensiez connaître Francis Ngannou? Ce que vous allez voir va peut-être tout changer. Parce qu'au-delà des projecteurs, derrière les titres et les ceintures, il existe une histoire que personne n'avait encore osé raconter. Bienvenue dans Derrière les stars de cinéma. À 38 ans, Francis Ngannou a finalement avoué qu'il était l'amour de sa vie. Cette phrase, simple en apparence, résonne pourtant comme une révolution intime, parce qu'elle vient bouleverser toutes les idées reçues sur cet homme, que le monde connaît d'abord comme un colosse invincible, un guerrier au point de fer, un champion adulé. Derrière la puissance, derrière les coups qui font trembler, se cache une vérité que lui-même a longtemps refoulée, niée, ignorée, celle d'apprendre à s'aimer. On a souvent raconté l'histoire de Francis comme celle d'un survivant. Né dans un petit village du Cameroun, il a connu la pauvreté, la violence, l'exil. Il a quitté son pays sans rien, traversé des épreuves inimaginables, dormi dans la rue, affronté la faim et la solitude. Mais il n'a jamais renoncé à son rêve, devenir le plus fort, celui que personne ne pourrait jamais abattre. Ce rêve l'a mené jusqu'au sommet du MMA, là où les plus grands s'affrontent, où seuls les meilleurs survivent. Là où, sous les projecteurs, il a construit une légende. Pourtant, cette légende s'est longtemps construite sur un désert intérieur. Un vide fait de blessures enfouies, de doutes muets, de silences pesants. Francis Ngannou était devenu un guerrier sans concession, un homme qui frappait fort pour ne plus jamais ressentir la fragilité qui l'habitait. Mais à quel prix? À quel moment la force extérieure devient-elle une prison intérieure? Cette prise de conscience, Francis ne l'a pas eue d'un coup. Elle est née doucement, dans les instants de calme entre deux combats, dans les longues nuits où le silence laisse enfin parler les émotions. Il a fallu qu'il affronte non plus un adversaire en face de lui, mais lui-même. Ce combat-là était le plus difficile, parce qu'il demandait d'abandonner ses armures, ses masques, ses certitudes. Reconnaître qu'il était l'amour de sa vie, c'est accepter de se regarder avec bienveillance, de comprendre que la valeur d'un homme ne se mesure pas à la force de ses poings, mais à la tendresse qu'il se porte. C'est oser admettre que la réussite, la gloire, ne suffisent pas à combler un cœur qui s'ignore, que le plus grand combat est souvent celui qu'on mène contre soi-même. Cette révélation change tout, parce qu'elle humanise Francis Ngannou. Elle le libère de l'image du titan inébranlable pour montrer un homme capable de vulnérabilité, de douceur, d'amour. Un homme qui a appris que la vraie force n'est pas dans la destruction, mais dans la reconstruction de soi. En avouant qu'il est l'amour de sa vie, Francis donne aussi un message puissant à tous ceux qui luttent avec leurs propres démons. Il invite à un voyage intérieur, à une quête de soi, à un cheminement vers l'acceptation. Il montre que la plus grande victoire ne se gagne pas sur un ring, mais dans le cœur. Cette histoire est celle d'une renaissance, d'un homme qui, après avoir tout perdu, a su se retrouver, qui, après avoir cherché l'amour ailleurs, a compris qu'il devait d'abord se l'offrir à lui-même. Et c'est peut-être cela, la leçon la plus précieuse qu'il puissera. Et se mettre au pied Francis Ngannou n'est plus seulement un champion de MMA. Il est devenu un symbole d'espoir, de courage, d'amour. Un exemple pour tous ceux qui hésitent encore
à se regarder dans le miroir, à s'aimer malgré leurs imperfections, leurs blessures, leurs peurs. À 38 ans, il nous rappelle que l'amour le plus important est celui qu'on se donne. Et que c'est ce choix, ce pas vers soi, qui rend la vie véritablement belle. Il y a des victoires que personne ne voit, des batailles intimes que même les caméras ne peuvent capter. Pendant que le monde acclame un homme couronné de titres et de ceintures dorées, personne ne se doute qu'à l'intérieur, il se pose encore une question simple. Est-ce que je mérite d'être aimé sans condition? Francis Ngannou, derrière sa carrure imposante, a longtemps porté un doute profondément ancré. Non pas sur ses capacités physiques, il savait ce qu'il valait sur un ring, mais sur sa valeur en tant qu'être humain. Comme beaucoup d'enfants nés dans la pauvreté, il a grandi avec l'idée qu'il devait mériter sa place, prouver qu'il méritait d'être regardé, écouté, respecté. Il ne s'autorisait pas à être vulnérable, encore moins à s'aimer. Très tôt, il a appris que l'amour était conditionnel. Il ne venait qu'après le sacrifice. Il fallait souffrir, réussir, donner tout, pour espérer un peu de tendresse. Alors, il a tout donné, à ses rêves, à sa carrière, à son corps. Et pendant des années, il a cru que ça suffisait, que la reconnaissance extérieure compenserait le vide intérieur. Mais le vide, lui, ne se laisse pas acheter, malgré la célébrité, les interviews, les fans. Quelque chose résistait. Quelque chose en lui restait figé, distant. Une petite voix qui murmurait, dans les moments de solitude, « Tu es encore ce petit garçon qu'on a oublié. » Et tant qu'il ne l'écoutait pas, tant qu'il n'allait pas à la rencontre de cet enfant blessé en lui, rien ne pouvait vraiment le remplir. C'est cette voix, justement, qu'il a fini par affronter, lentement, en silence. Pas dans les vestiaires ou les salles d'entraînement, mais dans des lieux bien plus fragiles, ses souvenirs, ses blessures, ses échecs relationnels, ses déceptions les plus humaines. Il a revu des visages du passé, des mains tendues qu'il n'avait pas su saisir, des amours étouffés par la peur d'être déçus, car aimer les autres sans s'aimer soi-même, c'est comme bâtir sur du sable. Cela finit par s'effondrer. C'est là qu'a commencé une métamorphose bien plus profonde que n'importe quel combat. Il a commencé à s'écouter, à se parler avec respect, à poser des limites, à dire non quand son corps était fatigué, quand son cœur était blessé, à ne plus tout donner. Pour être accepté, il a commencé à se regarder autrement dans le miroir, non plus comme un produit façonné pour la performance, mais comme un homme, simplement, avec ses forces, ses fragilités, ses rêves d'enfant qu'il pouvait enfin honorer. Et un jour, il l'a dit, à lui-même d'abord, puis à haute voix, « Je suis l'amour de ma vie », pas pour se convaincre, mais parce que c'était devenu vrai, parce qu'il s'était choisi, parce qu'il avait compris que personne ne pourrait jamais le combler à sa place, et qu'il n'avait plus besoin de se fuir à travers les combats, la gloire ou le regard des autres. Ce choix a tout changé dans sa manière d'être. Il a commencé à créer des relations plus saines, à parler avec douceur, là où il aurait crié, à écouter plus, juger moins. Il a redonné de la place à l'humain, là où il n'y avait que du contrôle. Il s'est autorisé à aimer librement, à être aimé sans avoir à prouver. Et c'est là que la magie a opéré. Le monde ne l'aimait pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il osait être vrai. Cette déclaration, bien que simple, est une révolution dans un monde où les hommes, surtout les hommes noirs, issus de milieux précaires, sont rarement encouragés à s'aimer, à dire qu'ils se choisissent, qu'ils s'acceptent, qu'ils n'ont plus besoin de courir après une validation éternelle. Ce que Francis a dit à 38 ans est plus qu'une confidence. C'est un acte politique, spirituel, humain. C'est un phare pour tous ceux qui, chaque jour, s'épuisent à être parfaits, utiles, irréprochables. Il leur rappelle que l'amour commence, ici, dans le silence d'un cœur qui se pardonne, qui se comprend, qui se serre lui-même dans les bras. Et si vous vous demandez ce que ça change de s'aimer ainsi, la réponse est simple. Tout. Parce qu'on ne construit pas une vie solide sur le mépris de soi, mais sur l'amour. Et aujourd'hui, Francis Ngannou, plus qu'un combattant, est devenu un homme en paix. Francis Ngannou est né le 5 septembre 1986 à Batié, un village reculé de l'ouest du Cameroun. Il est le troisième d'une fratrie de 5 enfants. Très tôt, la vie lui enseigne la dureté du monde. Ses parents, Emmanuel et Thérèse, se séparent lorsqu'il n'a que 6 ans. Cette rupture marque le début d'une série de bouleversements dans sa vie. Francis est envoyé vivre chez sa tante, une femme aimante mais dont les moyens sont limités. La stabilité familiale est un luxe qu'il ne connaîtra pas. À l'âge de 10 ans, Francis commence à travailler dans une carrière de sable pour subvenir à ses besoins et aider sa famille. Ce travail épuisant, réservé aux adultes, forge son caractère. Il apprend la valeur du travail, la persévérance et la nécessité de se battre pour survivre. Malgré les privations, il garde en lui un rêve, celui de devenir boxeur,
comme son idole, Mike Tyson. Son père, Emmanuel, est un homme connu pour sa violence et ses bagarres de rue. Francis, conscient de cette réputation, décide de ne pas suivre le même chemin. Il refuse de se laisser entraîner par la colère et choisit de canaliser son énergie dans le sport. Cette décision, bien que difficile, devient un moteur dans sa vie. À 22 ans, Francis quitte son village natal pour Douala, la capitale économique du Cameroun. Là, il commence à s'entraîner à la boxe, mais la route est semée d'embûches. Il tombe malade, abandonne temporairement le sport et se lance dans divers petits boulots pour subvenir à ses besoins. À 25 ans, il décide de tout quitter et de partir en Europe, espérant y trouver une vie meilleure. Son périple est long et semé d'embûches. Il traverse le Nigeria, le Niger, l'Algérie et le Maroc, avant d'arriver en Espagne, où il est emprisonné pendant 2 mois pour entrée illégale sur le territoire. Mais sa détermination est sans faille. Une fois libéré, il rejoint la France, où il poursuit son rêve de devenir boxeur. Malgré la distance et les difficultés, Francis n'oublie jamais sa famille. Il envoie régulièrement de l'argent à sa mère, Thérèse, qui vit toujours au Cameroun. Il lui achète une maison, un geste symbolique pour lui montrer sa reconnaissance et son amour. Sa mère, fière de son fils, est son premier soutien moral. Elle se souvient des moments où, enfant, Francis parlait déjà de devenir un grand boxeur. Elle est témoin de son ascension, de ses sacrifices et de ses réussites. En 2019, Francis ouvre une fondation à son nom, visant à aider les jeunes défavorisés du Cameroun à accéder au sport et à l'éducation. Il construit également la première salle de sport entièrement équipée du pays, offrant ainsi aux jeunes talents un lieu pour s'entraîner et rêver. Ce projet est un hommage à sa famille, à ses racines et à tout ce qu'il a dû surmonter pour arriver là où il est, mais la vie de Francis n'est pas exempte de tragédie. Le 27 avril 2024, il perd son fils de 15 mois, Kobe. Cette perte dévastatrice le plonge dans une profonde douleur. Il exprime sa peine sur les réseaux sociaux, partageant son chagrin avec ses fans et ses proches. Cette épreuve, bien que personnelle, montre la vulnérabilité de cet homme fort, rappelant que derrière le champion se cache un père, un fils, un homme. Aujourd'hui, Francis Ngannou est plus qu'un champion de MMA. Il est un symbole de résilience, de détermination et d'amour familial. Son histoire est celle d'un homme qui, malgré les épreuves, n'a jamais abandonné ses rêves, ni sa famille. Il continue de se battre non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qu'il aime et pour ceux qui croient en lui. Il y a des familles qu'on choisit, d'autres qu'on hérite. Et puis, il y a celle que Francis Ngannou a portée comme une armure, une douleur, un espoir. Car pour lui, sa famille n'a jamais été un refuge facile. Elle a été un terrain de lutte, de survie, mais aussi, paradoxalement, une source intarissable d'amour silencieux. Dans le petit village de Batié, les liens familiaux étaient à la fois sacrés et lourds de non-dits. Après la séparation de ses parents, Francis s'est retrouvé ballotté entre les maisons, entre les humeurs, entre les silences. Ce n'était pas une enfance où l'on vous disait « je t'aime ». Ce n'était pas un endroit où l'on pleurait librement. Là-bas, il fallait être fort dès le plus jeune âge. Il fallait encaisser, travailler, se taire. Sa mère, Thérèse, était une femme discrète, forte dans l'ombre. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes racontaient tout. Elle réparait, elle nourrissait, elle cousait, elle s'échinait pour que ses enfants aient juste assez. Francis, souvent le plus grand dans les photos de famille, sentait très tôt le poids d'un rôle qui ne lui avait jamais été explicitement demandé, protéger. Il voulait la sortir de là. Il voulait la voir sourire sans fatigue dans les yeux. Quant à son père, c'était un homme plus complexe, une figure absente mais omniprésente dans les conversations, dans les regards, dans les avertissements. Sa réputation de bagarreur pesait sur Francis comme une menace héréditaire. Toute sa jeunesse, il a lutté contre cette peur d'être comme lui, de répéter les erreurs du père. Il a fait de cette peur un carburant. Mais dans le fond, derrière cette distance, il restait ce besoin d'un regard paternel, d'une validation jamais obtenue. Ses frères et sœurs, eux aussi, ont grandi dans cette tension. Ils n'étaient pas rivaux, mais tous avaient leur propre manière de gérer la survie, l'un dans le silence, l'autre dans la rébellion, une autre encore dans la fuite. Francis, lui, a choisi le rêve. Un rêve improbable, quasi irréel pour un garçon sans chaussures, sans livres, sans avenir tracé, devenir champion. Quand il quitte le Cameroun, il n'emporte presque rien, sauf une promesse. Un jour, il reviendrait leur offrir autre chose que la survie. Pendant des années, il donne tout pour eux, même dans l'ombre. Il dort dans les rues de Paris,
sans leur dire. Il a trop de fierté pour leur montrer sa détresse. Il préfère qu'ils pensent qu'il va bien, qu'il avance. Mais chaque coup encaissé, chaque entraînement sous la pluie, chaque refus d'emploi, c'est pour eux qu'il le fait. Lorsqu'il commence à gagner ses premiers combats, il ne change pas. Il reste connecté à ses racines. Il appelle sa mère avant chaque match. Il demande des nouvelles de ses frères et sœurs. Il paye leurs frais. Mais surtout, il leur offre quelque chose de plus précieux. Une autre image de ce que peut être un homme de leur famille. Quelqu'un qui aime sans blesser, qui construit au lieu de détruire. Avec le temps, la dynamique familiale évolue. Certains membres de la famille le regardent avec admiration, d'autres avec distance, car la réussite de l'un met parfois en lumière les échecs des autres. Francis le sait. Il ne veut pas les écraser avec son succès, il veut les élever. Mais parfois, les vieilles douleurs refont surface, l'incompréhension, les jalousies, les attentes impossibles à combler. Et pourtant, il continue. Il continue d'acheter des terres pour sa mère, d'aider ses neveux à aller à l'école, de parler de Battier, toujours, dans les interviews, même quand personne ne sait prononcer ce nom. Il continue de revenir, physiquement ou symboliquement, vers ce village, comme on revient à une cicatrice qu'on apprend à aimer. Pour Francis Ngannou, la famille n'est pas un récit parfait. C'est un champ de bataille, de réconciliation, de silence brisé peu à peu. C'est un héritage douloureux, mais riche, une force, une responsabilité. Et aujourd'hui, alors qu'il est devenu une légende vivante, il reste dans son cœur, ce grand frère, ce fils, ce protecteur, celui qui a promis de ne jamais les oublier. Quand Francis Ngannou regarde autour de lui aujourd'hui, il voit des choses qu'il n'aurait jamais cru possibles. Un salon baigné de lumière, un canapé sur lequel on peut s'allonger sans se soucier de la poussière, des clés de voiture qu'il pose négligemment sur la table, alors qu'autrefois, il aurait donné n'importe quoi pour avoir simplement de quoi prendre un taxi, une cuisine où la nourriture déborde, alors qu'il a connu la faim comme une compagne quotidienne. Mais ce qui rend sa richesse unique, ce n'est pas ce qu'elle montre, c'est ce qu'elle cache. L'histoire de quelqu'un qui a connu l'absence de tout. Il ne s'est jamais levé un matin avec le rêve d'être riche. Ce qu'il voulait, c'était être libre. Libre de ne plus mendier, de ne plus avoir à s'excuser d'exister, de ne plus sentir cette sensation d'étouffement qu'on ressent quand on sait qu'on n'a rien, et que le monde nous regarde comme si c'était mérité. Alors quand l'argent est arrivé, il ne l'a pas vu comme une fin, mais comme une porte, une ouverture vers un monde où il pourrait enfin respirer. Ce monde, il l'a construit pièce par pièce. Il n'a pas acheté un manoir tape à l'œil juste pour impressionner. Il a commencé par acheter une maison pour sa mère, une vraie maison, avec des murs solides, un toit qui ne fuit pas, des chambres où on peut dormir, sans entendre les cris du vent. Il ne lui a rien dit au début. Il voulait lui faire une surprise. Quand elle a vu la maison, elle n'a rien dit non plus. Elle l'a regardé avec des yeux pleins d'eau. Pas de mots. Juste cette reconnaissance muette entre une mère et son fils. Ensuite, il s'est occupé de lui. Pas avec exubérance, mais avec le respect qu'il n'avait jamais reçu. Il s'est acheté une voiture. Oui, une belle, une Ferrari. Pas pour se montrer, mais pour se souvenir que ses jambes avaient marché des kilomètres dans le désert, sans eau ni repos. Il voulait que, maintenant, ce soit la route qui le serve, pas l'inverse. Peu à peu, il a investi. Pas à l'aveugle. Il a appris, il a écouté. Il a posé des questions que beaucoup d'hommes comme lui n'osent pas poser par peur d'être jugés. Qu'est-ce qu'un portefeuille d'actifs? Swing, c'est quoi? Un rendement locatif? Sur quelle base je peux construire quelque chose qui me survive? Parce que pour lui, la richesse n'a de sens que si elle devient un pont pour les autres. Alors il a mis de l'argent dans des terres, au Cameroun, pas seulement pour les garder, mais pour les rendre utiles. Il veut créer des écoles, des centres d'entraînement, des maisons pour les jeunes qui, comme lui, rêvent sans savoir par où commencer. Il veut que son nom soit associé non pas au luxe, mais à l'élévation. Il a aussi fondé une salle d'entraînement à Battier, son village. Une salle avec de vrais tapis, de vrais gants, de vraies ambitions. Il y va parfois sans prévenir. Il regarde les enfants s'entraîner, leur rage dans les yeux, cette même rage qu'il avait autrefois. Il les écoute. Il ne leur parle pas de millions, mais de discipline. Il leur dit que l'argent n'est rien si tu ne sais pas qui tu es quand tu es seul. Sa richesse, il la gère comme un homme qui a trop connu le manque. Pas de manière avare, mais lucide. Il sait que la vie est instable, que le succès peut partir comme il est venu. Alors il investit dans des entreprises, oui, mais des entreprises qu'il comprend, qui ont du sens pour lui. La nutrition, le sport, la santé mentale. Il refuse les deals faciles s'ils trahissent ses valeurs. On lui a proposé une émission de télé-réalité. Un jour, il a dit non. Il n'a pas fui la misère pour se ridiculiser devant les caméras. Il préfère créer une série documentaire sur les jeunes boxeurs africains.
leur donner une voix, leur donner un écran. Et puis, il y a sa vie quotidienne, plus sobre que ce qu'on imagine. Il vit dans une maison calme, pas loin de la nature. Il cuisine lui-même, parfois. Il aime les choses simples. Le bruit du vent, un repas chaud, un appel à sa mère, un bon livre. Parce que sa richesse la plus précieuse, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il possède. C'est ce qu'il n'a plus besoin de prouver. Il n'a plus à courir après la reconnaissance. Il a trouvé ce que beaucoup cherchent sans jamais y arriver. La paix intérieure. Il y a une chose que Francis Ngannou a compris très tôt. Ce n'est pas la richesse qui change un homme. C'est le regard des autres sur lui. Quand on grandit dans un village où l'eau courante est un luxe et où l'électricité est capricieuse, on n'imagine pas un jour avoir une montre qui coûte plus cher que toute une maison. Et pourtant, aujourd'hui, à son poignet, il y a une Richard Mille. Pas pour se vanter, pour se souvenir. Chaque objet qu'il possède, chaque investissement qu'il fait, chaque propriété qu'il achète n'est jamais un simple achat. C'est un souvenir transformé en pierre, en métal, en espace. La première fois qu'il avait acheté une voiture de luxe, ce n'était pas pour rouler vite, c'était pour rouler loin. Loin de la peur, loin de la faim, loin du garçon, pieds nus, qu'il a d'été. Mais il garde cette voiture propre, rangée. Il ne l'exhibe pas. Il ne veut pas oublier d'où il vient. Il ne parle presque jamais de ses comptes bancaires. Parce que pour lui, l'argent, ce n'est pas ce qu'on affiche, c'est ce qu'on choisit de faire quand on l'a. Alors il